Ce 13 février marque la Journée mondiale de la radio, un média essentiel, particulièrement au Mali. Mais cette année, la célébration intervient alors que les professionnels du secteur font face à des défis majeurs entre crise de redevance et difficultés énergétiques. La relecture de la charte des partis politiques, c'est bientôt pour mieux répondre aux réalités du pays. Dans le deuxième épisode de notre série consacrée à cette réforme, nous analysons son impact sur l'avenir politique malien. Le Mali au FESPACO 2025, une présence remarquée. Le FESPACO 2025 ouvre ses portes à Ouagadougou dès le 22 février avec une participation malienne marquée par 11 films en sélection officielle. Invité de ce journal, Fousseini Maïga, directeur général du Centre national de la cinématographie du Mali, pour en parler. Mesdames et messieurs, bonsoir. 13 février, Journée mondiale de la radio. Cette année, la célébration se tient au Mali dans un contexte où les professionnels de ce secteur font face à des crises de redevance et énergétiques. Assetoumani Koulibaly a suivi les activités commémoratives pour thème. Chaque 13 février, le monde célèbre la Journée internationale de la radio. Cet outil est l'un des médiums les plus populaires, d'où d'ailleurs son surnom de presse-mère. Au Mali, cette édition 2025 est célébrée autour du rôle de la radio dans le changement climatique, une thématique propice pour les autorités. Nous avons vu les scènes de désolation laissées par les inondations d'hivernage dernier, des maisons entièrement englouties, des familles sans abri, des pertes humaines et matérielles considérables. Cette tragédie, qui a touché de nombreuses régions du Mali, est une preuve tangible que le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité à laquelle nous devrons faire face immédiatement et collectivement. Au Mali, la journée se tient dans un contexte où les professionnels du média font face à des problèmes énergétiques, mais également économiques et sécuritaires, couplés à la récente décision des autorités en ce qui concerne les questions de redevance. Donc ce problème énergétique a vraiment joué de façon drastique sur les revenus des radios, particulièrement les radios de proximité qui se trouvent à l'intérieur du pays. Les nouveaux tarifs signés par les autorités sont intenables par les radios, par les médias maliens de façon générale, mais particulièrement par des radios, surtout les radios de proximité. Quand on demande à une radio qui est en fin de convention, une radio communautaire par exemple qui se trouve à l'intérieur de Mopti de payer 6 millions pour avoir la convention, je vous avoue que c'est très difficile. Mais quant au commercial, elle doit payer 12 millions pour renouveler les conventions. Aujourd'hui, quelle est cette radio qui peut supporter ça au Mali? Je ne pense pas si ça existe. Ces médias maliens, dans leur diversité, ont toujours joué un rôle important quand il s'agit du Mali. Aujourd'hui, les décisions prises à la verticale sans concertation ne servent ni leur auteur, ni la presse, encore moins la transition. Restons dans les bons rapports qui ont toujours existé entre les partenaires médias. Les partenaires médias maliens sont d'abord les ministères, la HAC, les organisations professionnelles. Nul n'est investi d'un pouvoir éternel. Et respectons-nous, comprenons-nous. Ne nous mettons pas en désaccord avec les autorités actuelles parce que le Mali est fragile. Pour rappel, le 13 février est également une occasion pour les acteurs de la radio de mener des réflexions afin de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous pouvons compter plus de 500 radios au Mali, dont 451 enregistrées au niveau de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. L'une des réformes majeures attendues est la relecture de la charte des partis politiques. Objectif, doter la classe politique d'instruments adaptés au contexte actuel. Dans le second épisode de notre série, nous évoquons l'impact de cette réforme sur l'avenir politique du Mali. Un reportage de Soumaïla Fani. Après 20 ans d'application, la charte des partis politiques est désormais soumise à un processus de révision, ayant pour objectif de doter la classe politique d'instruments adaptés au contexte actuel. Cette relecture s'annonce comme un véritable outil qui soignera les plaies de la charte pour répondre aux aspirations du peuple. Ça pourrait être évidemment d'un bon impact
et notamment sur la création un peu anarchique des partis politiques, ça pourrait servir à mettre un frein à ça. Vous l'ignorez pas, de tous les derniers forats organisés au Mali, à chaque fois qu'il s'est agi de discuter des partis politiques, l'opinion a souhaité que son nombre soit réduit. En d'autres termes, qu'on révise ce principe de pluralisme politique, de démocratie pluraliste, intégrale. Je pense que ça pourrait aider à pallier cela. Il faut se dire que le nom pléthorique que les gens reprochent aux partis politiques, il ne faut pas s'en inquiéter. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, il y a des milliers de partis politiques. Mais les deux partis politiques phares, ça c'est le Parti républicain et le Parti démocrate. Les textes en soi vont créer, la bonne application des textes va faire en sorte que ça va se tamiser. Ça veut dire que les vrais partis vont émerger et les partis créés de noms qui ne remplissent pas leur rôle vont tout simplement disparaître. Et donc de ne pas s'en inquiéter, et l'ivraie sera trié du vrai à l'aune de la bonne application de la nouvelle loi. Et ça serait du bon pour la politique malienne. Si l'initiative est louable, compte tenu de son importance et de ses enjeux pour la stabilité politique du pays, selon certains, elle ne manque pas non plus de susciter certaines interrogations sur les motivations réelles des autorités, d'où leur inquiétude. L'inquiétude elle est réelle. Si on voit ces nombreuses fois où les autorités ont fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues, ces nombreuses fois où elles ont donné de l'espoir et ensuite qui s'est évanoui. Oui, il y a lieu de s'inquiéter, tel que le dialogue intermalien a été quelque peu instrumentalisé, voire même dévoyé de son objectif initial, que oui, cette révision aussi n'en fasse la frais. Nous sommes aussi une nouvelle occasion de faire avancer un nouvel agenda sur le dos des partis politiques. C'est dans ce cadre, selon lui, que les partis politiques, en tant qu'acteurs majeurs, sont mobilisés pour que les propositions d'amélioration qu'ils seront amenés à faire puissent être prises en compte afin de rendre la charte inclusive et consensuelle. La 20e édition de Mali Festi Reggae a démarré ce jeudi 13 février et ce jusqu'au vendredi 15 février prochain. Placé sous le thème One Love, les activités de ce festival se déroulent sur les berges du Palais de la Culture de Bamako. Djeneba Samaki. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle. La 20e édition du Mali Festi Reggae se tient ainsi donc à un moment où le pays est en voie de redressement, d'où le thème choisi One Love, qui est un moyen de lancer un appel à tous les Maliens afin de bâtir une paix durable. One Love n'est pas un simple slogan, c'est un cri de cœur, un serment collectif que nous faisons en ce moment précis, un engagement à résister à la division, à repousser la haine, à célébrer la vie et l'amour dans un monde où l'obscurité gagne du terrain. Les reggae nous enseignent que chaque note de musique peut être une arme contre l'injustice, chaque parole une étincelle de changement, chaque festival un acte de résistance contre l'oubli et l'indifférence. Mali Festi Reggae n'est pas seulement qu'un festival, c'est un état d'esprit qui allie l'utile à l'agréable. Année après année, le Festi Reggae a créé un espace de découverte, de réflexion et de sensibilisation autour des grandes questions sociales qui concernent les Maliens. Notre festival, au-delà de la musique, il est aussi un acteur de changement social. Nous sommes fiers d'apporter notre soutien aux orphelinats, d'offrir aux enfants un espace dédié à leur éveil et leur bien-être, et de créer un cadre inclusif où chacun trouve sa place. À travers les concerts live, des expositions, les conférences et les activités de sensibilisation, le festival célèbre non seulement la richesse musicale du reggae, mais aussi les valeurs de la solidarité et de la justice qu'il porte, dans un monde marqué par les injustices, les divisions et les conflits. Chaque fois
qu'un événement d'une telle ampleur touche la vie de la nation. Tout le peuple malien se dresse comme un seul homme afin de relever le défi, quelle que soit sa taille. Le Mali Festi Reggae en est une illustration parfaite et à cet effet, il demeure un médium pour réguler les rapports individuels et collectifs. En participant à ce festival, la seule chose que je m'attends, c'est le One Love, c'est de rester ensemble, la jeunesse africaine, de se donner les mains et travailler ensemble, décider des grands projets ensemble qui vont vraiment au bien-être de l'Afrique. Avec un lot d'activités prévues, cette 20e édition fermera ses portes ce 15 février 2025 avec un concert géant. Le Mali participera à l'événement tant attendu du côté du Burkina Faso. Le FESPACO 2025 à Ouagadougou, c'est à partir du 22 février prochain. Invité de ce journal, M. Fousséni Maïga, il est le directeur général du Centre national de cinématographie du Mali. Bonsoir M. Maïga et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi, madame. Alors, le Mali marque une présence remarquée au FESPACO 2025 avec 11 films sélectionnés, dont votre œuvre Fatou. Vous êtes à la fois réalisateur et directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Aujourd'hui, nous allons parler de cette participation malienne et des enjeux pour le cinéma malien. Alors, comment analysez-vous cette représentation du cinéma malien cette année ? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de cette édition du FESPACO. Il faut juste rappeler que c'est le fruit d'une politique qui a été mise en place depuis 2022 à la suite de notre prise de service à la direction générale du CNCN. Vous savez, le Mali était absent sur les rendez-vous prestigieux du festival en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le financement, la formation. Et donc, on s'est dit qu'il fallait mettre en place un dispositif de gestion globale du secteur qui avait pour objectif de renforcer 5 chantiers prioritaires. Le chantier de la gouvernance, le chantier de la formation, le chantier de la structuration, le chantier du développement du marché intérieur et le chantier du développement de nouveaux mécanismes de financement du secteur. Donc 11 films aujourd'hui, c'est le fruit de 5 chantiers qui ont été lancés, c'est le fruit d'une dynamique collective qui a été portée à la fois par l'État avec l'accompagnement des sociétés de production privées, à la fois par le centre en tant que structure de régulation, mais aussi par les sociétés de production, dont la nouvelle génération qui a fait un travail remarquable malgré un contexte économique très difficile. Alors, 11 films, c'est une fierté en sélection officielle, dont 2, je l'ai dit, en compétition pour l'étalon du Yenenga. Votre film Fatou est sélectionné dans cette dernière catégorie. On regarde un extrait et on revient tout de suite. Ndani kaga ina baiga yenje ai kobo ndani kogo ina baiga yenje ai kaga ndani kaga ina baiga yenje ai kobo ndani kogo ina baiga yenje woger magani woger mawori hey woger maserfer woger magani woger mawori. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur l'histoire de ce film et qu'est-ce qui vous a inspiré? Fatou, c'est l'histoire du cordonnier toujours mal chaussé. Les acteurs culturels, les cinéastes se font l'écho des frustrations sociales. Nous parlons le plus souvent des problèmes de notre société, les problèmes des autres, mais très souvent nous oublions nos propres problèmes. Fatou aujourd'hui est un coup de cœur. C'est des acteurs culturels qui décident de parler de leur situation. Nous essayons à travers ce film de montrer que les artistes perçus comme des fous sont des fous philosophes, des fous qui ont un impact à la fois économique, sociétal, historique. Et donc dans cette œuvre, nous essayons tout simplement de mettre en avant la dimension socio-économique du secteur culturel. En un mot, nous parlons de notre propre histoire en tant qu'acteurs culturels. Nous parlons aussi de l'histoire du Mali sous le prisme des acteurs culturels, mais aussi nous parlons du futur du Mali dans un contexte de globalisation, dans un contexte de refondation de l'État, mais aussi dans un contexte où le cinéma est perçu comme une véritable industrie qui crée à la fois de la valeur ajoutée, qui crée des emplois, mais aussi qui permet à un État d'exister tant sur le plan diplomatique que sur le plan politique. Et aujourd'hui, à travers Fatou, nous essayons de démontrer que la culture n'est pas seulement un outil folklorique, mais un outil diplomatique
un outil économique et un moteur de croissance intégré. Vous avez parlé d'axes prioritaires sur lesquels vous avez travaillé en tant que directeur du CNCM. Selon vous, qu'est-ce qui manque au cinéma malien pour s'imposer durablement sur la scène internationale? Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Il y a déjà un travail remarquable qui a été fait, mais aujourd'hui, pour que le cinéma puisse être un véritable vecteur de développement, c'est plusieurs chantiers sur lesquels il faut encore travailler, notamment le chantier de la formation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir plus de techniciens qualifiés. Nous avons besoin aussi de travailler sur le marché intérieur du cinéma. Au Mali, cette année, en tout cas sur les 2 dernières années, c'est plus de 100 films qui ont été produits. Mais ces 100 films sont diffusés où? Nous avons aujourd'hui des chaînes de télévision qui font un travail remarquable, mais il n'y a pas de salle de diffusion. Le premier moyen de diffusion d'un film, le premier facteur de rentabilité d'un film, c'est des salles de diffusion qui n'existent pas. Donc il faut aujourd'hui travailler à créer ce marché intérieur du cinéma à travers la mise à disposition des salles de cinéma, mais aussi à travers la circulation des œuvres cinématographiques. Il faut aussi renforcer le dispositif de la structuration. Il y a un travail qui a été fait au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, nous avons toutes les organisations professionnelles du cinéma qui sont structurées. Et on a créé plusieurs associations thématiques et aujourd'hui, ces associations se retrouvent autour d'une seule fédération qu'on appelle la FENACAM. C'est un premier pas. Nous avons aujourd'hui mis en place une carte professionnelle du cinéma qui nous permet d'identifier les véritables professionnels et de pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement. Mais il faut aller au-delà et faire en sorte que ces associations qui sont créées soient fonctionnelles et faire en sorte qu'il y ait un véritable marché. Il faut aussi travailler le financement. Aujourd'hui, nous sommes dans une année qui est décrétée année de la culture. Nous espérons vivement que les salles de cinéma verront le jour et que le fonds d'appui à l'industrie cinématographique qui a été mis en place, je le disais, en 2018, le Mali était le premier pays à prendre cette initiative. Le fonds a été doté par une loi votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État et jusqu'à aujourd'hui, ce fonds n'a pas été doté. Donc aujourd'hui, si nous voulons renforcer le cinéma malien, il faut impérativement qu'il y ait un dispositif de financement. Je le dis pourquoi? Parce qu'imaginons aujourd'hui 11 films sans financement. Il y a un dispositif d'accompagnement à travers le CNCM, mais il n'y avait pas de dotation pour le fonds. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui d'être plus présents au FESPACO que des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire où il y a plus de fonds qui sont injectés. Ça veut dire quoi, tout simplement? Si nous injectons un minimum de fonds pour le cinéma, nous pouvons faire plus de résultats. Et naturellement, il faut revoir le niveau de production, il faut revoir la formation, il faut créer un environnement, un écosystème avec des mesures incitatives qui vont permettre aujourd'hui aux cinéastes de pouvoir vivre de leur métier. Et j'en appelle aujourd'hui à la loi sur la copie privée, à la mise à disposition de nouveaux textes juridiques qui vont permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur métier. Et pourquoi pas une fiscalité propre au secteur du cinéma. Aujourd'hui, c'est une question particulière. Pourquoi? Parce que les cinéastes ou les acteurs culturels payent les mêmes impôts que n'importe quelle autre société, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc oui, pourquoi pas? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte pour que le cinéma puisse vraiment briller. Est-ce que vous pensez que le pays a des chances de remporter des trophées prestigieux cette année? Oui, naturellement, nous partons pour cela. Maintenant, le festival reste une compétition. Les films sont jugés par un jury de 7 personnes, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de marquer notre présence. En tout cas pour le CNCM, ça fait 10 ans que nous n'avions aucun film produit ou coproduit en compétition officielle. Le dernier film remonte à 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans la course pour les Talons d'Or. C'est un pari qui a été relevé malgré le contexte économique très difficile. Oui. Aujourd'hui, nous sommes présents dans toutes les catégories du cinéma. La réputation de pays historique du Mali en matière de domaine cinématographique est rétablie. Nous avons des œuvres compétitives, nous avons des œuvres magnifiques qui valorisent aujourd'hui notre potentiel artistique, qui valorisent aujourd'hui nos manières de vivre, qui racontent une histoire particulière du Mali. Et pour moi, c'est ça le plus important, cette présence. Oui, c'est une fierté pour le Mali. Alors, nous souhaitons bonne chance pour le FESPACO 2025 et espérons voir le Mali briller sur la scène internationale. Merci d'être passé sur le plateau, M. Maïga. Merci à vous. Ce journal se poursuit et direction la République démocratique du Congo où le M23 qui n'a cessé de gagner du terrain face à l'armée congolaise depuis sa résurgence fin 2021 a effectué mercredi une nouvelle avancée dans l'est du pays. Appuyé par les forces rwandaises, il s'est emparé de 2 localités situées sur la principale route menant à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, distante d'une 60aine de kilomètres
km selon des sources locales sur AFP. Le Burundi, frontalier de la RDC et du Rwanda, a déployé environ 10 000 militaires dans le sud de Kivu en appui à l'armée congolaise. Ces troupes ont été impliquées ces derniers jours dans des combats contre le M23 dans les plateaux surplombant le lac Kivu, selon les mêmes sources. Bujumbura a aussi menacé Kigali de répondre en cas d'attaque. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain.